Salut les curieux, les curieuses. Bon, alors, merci déjà pour votre retour sur la première vidéo qui posait la question de si le Havre avait gardé ses remparts. Voilà. J'ai eu plein d'échos, des bons, des moins bons, j'ai eu de tout. Donc je suis content parce que c'était un peu l'objectif recherché, c'était un petit peu de voir, vous, qu'est-ce que vous en pensez. Donc bon, bref, je suis content du résultat. Aujourd'hui, je voudrais soulever une autre question. Et si le Havre était anglais? Voilà, alors plus sérieusement, c'est une question voilà, un peu facile comme ça, mais je vais vous montrer déjà le genre de source que je peux utiliser. J'utilise en ce moment ce grand classique de Michel Éloy. J'espère qu'on voit bien. Le Havre de 1517 à 1966. 2500 dates au fil des années. Voilà. Et donc je vous dis, eh ben oui, et si le Havre était anglais? Alors déjà, de quoi parle-t-on? On parle du Havre du XVIe siècle. Donc il y a eu cette période des guerres de religion. Donc moi je voudrais revenir là-dessus. C'est-à-dire qu'en 1500, si je ne dis pas de bêtises, 1562, c'est ça? Ouais, c'est ça. En 1562, le 8 mai, il est dit, avec la complicité de De Crau, les calvinistes s'emparent du Havre et De Condé devient gouverneur. Voilà. Donc en fait, les protestants prennent la ville du Havre, chassent les catholiques et pour tenir cette place forte, finalement, ils vont avoir besoin d'un coup de main. C'est là qu'intervient la suite, le 20 septembre. Donc la première date c'était en mai, là on est en septembre, fin septembre. Par le traité de Hampton Court, Condé livre le Havre aux Anglais en échange de Calais, en attendant qu'ils en reprennent possession. Alors, ce qui se passe, c'est que les Anglais sont les plus proches cousins des protestants à cette période et donc vont venir au Havre. C'est ce qui est exactement va se passer le 4 octobre. Le comte de Warwick débarque au Havre avec 6000 hommes et 300 chevaux et récupère 157 navires sur le port. Voilà. Les Anglais arrivent, s'installent au Havre, sauf que les protestants, les huguenots havrais, eux, ils ont prêté allégeance au roi de France. Donc prêter allégeance à la couronne anglaise, non, c'était pas le projet. Eh bien oui, mais les Anglais, eux, ils mettent les protestants à la porte. Et tant et si bien que le Havre devient tout bonnement anglais, et catholiques et protestants ne sont plus au pouvoir au Havre. Voilà, c'est ça. Le 12 juillet 1563, Charles IX, alors âgé de 13 ans, et Catherine de Médicis, qui est régente sur cette période, déclare la guerre aux Anglais pour reprendre la ville du Havre, finalement. Donc huguenots et catholiques, protestants et catholiques, refont copain-copain pour reprendre le Havre. Et c'est là que nous, on va voir un petit peu ce qui se serait passé si on n'avait pas réussi à prendre le Havre. Déjà, comment avons-nous pris le Havre? Et qui étions-nous? Alors, qui étions-nous? C'était une espèce d'amalgame de soldats de différentes nationalités. On le voit sur les représentations picturales, les tableaux. En général, il y a plein de drapeaux différents. C'est ça en fait. Il y avait des Allemands, des Lansquenets, il y avait des Français, bien entendu. Je crois qu'il devait y avoir des Suisses, il devait y avoir de tout là-dedans. Ils se sont battus à plusieurs endroits. Dans un tout premier temps, le siège du Havre, les Français sont à l'extérieur, s'installent notamment au prieuré de Graville. Le comte de Montmorency est installé au prieuré de Graville, c'est une sorte de QG, le quartier général. Et les Anglais, dans la première phase de bataille, se disent, avant que les Français ne mettent la ville en état de siège, c'est-à-dire qu'on ne puisse plus en sortir, profitons-en pour frapper un bon coup tout de suite, et comme ça on va bénéficier d'un effet de surprise sur les Français. Et c'est là qu'a lieu l'une des premières escarmouches, devant le prieuré de Graville. C'est-à-dire quand vous êtes au prieuré de Graville, que vous allez rentrer dans la cour, là, vous avez sur la droite des canons d'ailleurs, qui sont alignés le long d'un parapet, d'un mur de soutènement, pardon. Bon, vous rentrez tout de suite sur votre droite, vous avez un mur en pierre de taille blanche avec des contreforts qui datent du XIIIe siècle.
Donc là, on est vraiment sur le Havre très ancien, qui est même pas le Havre d'ailleurs, hein, puisqu'on est sur Graville. Donc, c'est ici qu'a eu lieu la première escarmouche. À l'extérieur, vous avez donc les soldats anglais qui arrivent avec leurs arquebuses et qui commencent à tirer sur le prieuré de Graville, là où se trouve très probablement le comte de Montmorency, ainsi que des reîtres allemands, des lance-quenets et des arquebusiers, quoi. Et première échauffourée ici. Les Anglais voient que ça va être beaucoup plus difficile que ça de surprendre les forces françaises. Par conséquent, ils se replient dans la ville du Havre. Par la suite, il va y avoir d'autres batailles qui vont avoir lieu, qui vont être, à proprement parler, le siège du Havre. Ça va être du côté de Coty, dans la plaine d'Ingouville. Donc, quand vous êtes en voiture et puis que vous passez devant Coty, que vous prenez la rue Thiers, là, que vous allez vers l'hôtel de ville, là, vous savez, ce coin où il y a vraiment beaucoup de passages. Dites-vous que sous vos pieds, il y a un paquet de bonhommes qui se sont battus et qui sont peut-être encore là, avec leur hallebarde, leurs arquebuses, enfin voilà. Il doit y avoir encore, à mon avis, pas mal de monde là-dessous. Ça a été une sacrée bataille dans ce coin-là. Et vous avez aussi le célèbre mur de Sarlabosse. Donc là, on est du côté du Perret, E-Y. Le Perret avec la tour François Ier, dans laquelle se trouvent les Anglais. Et c'est à cet endroit-là que la tour François Ier va prendre une série de tirs d'artillerie d'une violence telle qu'il y a une partie qui s'écroule. Et finalement, c'est vraiment là que le siège du Havre se termine. C'est quand la tour François Ier, d'un seul coup, s'effondre sur un côté, très partiellement bien sûr, mais tout de même, quand on sait que c'est des murs de 4 mètres d'épaisseur au moins, on se dit ok, c'était du costaud. Et là, bon, les Anglais comprennent que de toute façon la ville est intenable. Et pire encore, c'est-à-dire que la ville du Havre, qui est tenue par les Anglais, est alimentée en eau par les sources de Vittenval, donc à Sainte-Adresse. Les Français, là, c'est pas compliqué, hein. Ils ont coupé l'approvisionnement en eau. Du coup, les Anglais sont tombés malades. Il est dit dans le livre de Michel Éloi, ici d'ailleurs, hommage de l'auteur. Donc, oui, je suis plutôt content de mon exemplaire. Il est dit dans ce livre que les Anglais attrapent la peste. Mais la peste, ça veut tout et rien dire, on ne sait pas ce qu'ils ont attrapé. Mais voilà, ils sont tombés malades et d'ailleurs, ils ont ramené ça en Angleterre. Donc maintenant qu'on sait un petit peu comment ça s'est passé, tout ça, ça va être beaucoup plus facile d'imaginer ce qui se serait passé si tout ça n'était pas arrivé. Imaginons que les Anglais soient plus prudents, décident de conserver leurs troupes, le moral, les munitions, parce que le moral devait être assez haut quand même au début du siège, puisque, je veux dire, ils avaient récupéré la ville, ils avaient chassé tant les Huguenots que les catholiques. Pour eux, c'était tout bénef pour le moment. Imaginons qu'ils se disent soyons prudents, ne tentons pas d'aller déloger les Français qui sont en train de mettre le siège, restons bien au chaud dans nos remparts et peut-être pouvons-nous étudier la possibilité d'avoir d'autres sources d'approvisionnement en eau. Alors là, mes connaissances sur les systèmes aquifères de l'époque, à part la source de Vittenval, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu d'autres sources qui soient plus intramuros et qui ne soient pas saumâtres. Mais imaginons, j'en sais rien, on peut imaginer qu'ils arrivent à se faire approvisionner en eau. De toute façon, c'est le but aussi de ce format, c'est pas de faire l'histoire du Havre, c'est de refaire l'histoire du Havre. Alors imaginons qu'ils arrivent à s'approvisionner en eau d'une manière ou d'une autre, par la mer, par bateau, on leur livre des tonneaux d'eau potable. Plus que ça, ils vont même jusqu'à fortifier la ville. Ce qui a été le cas d'ailleurs, hein, ils ont fait le fort de Warwick et la tour Vidame. Donc imaginons que la tour Vidame était bien plus grosse qu'elle ne l'était, c'était une petite tour carrée qui faisait pas le figure par rapport à la tour François Ier.
Donc imaginons que la tour Vidame ait été beaucoup plus costaud, que le fort Warwick soit plus costaud aussi, et qu'ils aient débarqué avec un peu plus de pièces d'artillerie pour équiper tant le clocher de l'église Notre-Dame-de-Grâce, qui était équipé en pièces d'artillerie, mais quand ils disent pièces d'artillerie à l'époque, ils entendent des arquebuses, très probablement, et à la rigueur peut-être 2-3 coulevrines, mais pas beaucoup plus. Là, moi, je vous parle carrément de pierriers, de gros machins, des choses qui tirent des gros boulets, vraiment de la grosse artillerie. Imaginons qu'ils aient eu beaucoup plus de moyens pour tenir ce siège. Les Français, donc, pour toutes ces raisons, auraient échoué à reprendre la ville du Havre. Le Havre demeure anglais et c'est comme ça, et puis c'est tout. Eh bien, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, quand le Havre avait été repris par les Français dans la réalité, deux choses majeures se sont passées au niveau de l'urbanisme. La construction de la citadelle et la destruction de la flèche de l'église Notre-Dame-de-Grâce. Ben voilà, déjà on a un bon indice. On n'aurait pas eu la citadelle au Havre, donc on aurait eu un vaste champ d'extension du côté de l'Eure, du côté de l'actuel port du Havre, quoi. Hein. Donc la ville peut-être se serait développée dans ce secteur-là. On aurait eu un quartier portuaire, peut-être industriello-portuaire, qui se serait davantage développé sur le secteur de la citadelle, laissant plus d'espace finalement à la ville première, hein, donc Notre-Dame, le Perret, Saint-François, pour se développer strictement d'un point de vue résidentiel. Et donc peut-être on aurait eu une ville un peu moins sale, parce que c'est dès qu'on mélange les genres, dès qu'on a de l'industrie qui se mélange à du résidentiel, c'est là que les choses peuvent dégénérer, qu'on peut se retrouver avec des épidémies, que sais-je, plein de choses. Donc imaginons que cette ville-là soit restée strictement résidentielle et commerciale. Et non pas, pas d'atelier, pas de filature, pas de construction navale, tout ça. Imaginons. La ville se serait développée un peu plus, peut-être avec des trottoirs, des systèmes d'égouts, ce genre de choses. Il y aurait peut-être eu moins d'épidémies, peut-être, on ne sait pas. Peut-être que ça se serait gentrifié, et peut-être que le quartier du côté de la Citadelle, donc qui n'existe pas dans mon Havre alternatif, peut-être que ce quartier aurait été le quartier le plus pauvre. Avec ces petites rues, ces petits coupes-gorge, vraiment sordides. Le quartier chaud quoi du Havre. Donc deuxième conséquence aussi, l'église Notre-Dame-de-Grâce, elle conserve sa flèche. Donc si vous voulez avoir une idée un peu de ce à quoi ça ressemble, faut imaginer l'église d'Harfleur, qui a sa flèche actuelle, hein, qui est encore là aujourd'hui. Et vous prenez la flèche de l'église d'Harfleur et vous la posez sur la tour carrée de Notre-Dame-de-Grâce, de notre cathédrale actuelle, qui n'est cathédrale que depuis 72, en 1972. Mais donc de l'église Notre-Dame-de-Grâce. Imaginez une flèche comme ça en pierre qui s'élève en plein centre-ville. Moi ça me fait rêver ça. On n'a pas, à ma connaissance, de représentation de la flèche de l'église Notre-Dame-de-Grâce avant sa destruction. Elle a été détruite par le roi parce que donc il y avait eu des pièces d'artillerie qui avaient été installées et voilà, le roi avait dit faut pas que ça recommence quoi. Et pour s'assurer que vraiment la ville ne trahisse plus jamais, il fait construire la citadelle, donc finalement la ville va se développer avec des pièces d'artillerie sur la tempe. C'est ça hein, ce qui s'est passé concrètement. Et donc dans mon Havre alternatif, rien de tout ça n'arrive, rien de tout ça n'arrive. La ville se développe à son plein potentiel vers l'est, l'église Notre-Dame-de-Grâce garde sa superbe, et les Havrais et le Havre ne sont pas humiliés, parce que, vous imaginez, on décapite une église là quand même. C'est le message du roi à ce moment-là, c'est une menace de mort. Il a pris Notre-Dame. Je veux dire, c'est la mère du Havre, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre du symbole qui est d'une violence inouïe dans le fait d'enlever cette flèche. Voilà.
Donc ça, c'est ma vision des choses. Je pense que si Le Havre était resté anglais, il ne le serait pas resté longtemps. Je pense que les grands dirigeants de l'époque s'échangeaient les villes un peu comme des gamins dans une cour d'école s'échangent des cartes et des billes. Et je pense que Le Havre serait revenu dans le giron français rapidement. Et si toutefois ça n'avait pas été le cas, et que Le Havre était resté sur plusieurs décennies ou 1 ou 2 siècles de plus anglais, on aurait eu une communauté protestante, anglicane protestante, très importante au Havre, plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Après, ce que je vais vous dire là, c'est mon témoignage à moi, c'est ce que moi, on m'a dit, c'est de deuxième main, mais c'est voilà. J'ai des amis qui sont protestants, et ils m'ont dit, c'est leur ressenti à eux que moi, voilà, j'évoque avec vous ici, ils m'ont dit qu'ils restaient discrets sur le fait qu'ils soient protestants, tant au travail que quand ils sont avec des copains au bistrot, voilà, ce genre de choses, parce que ils sentaient une sorte au Havre, hein, exclusivement au Havre, hein, une sorte de gêne de la part du Havrais en face à ce moment-là. Donc, je pense que cette histoire de pseudo-trahison des Huguenots est totalement oubliée aujourd'hui au Havre, mais je pense qu'il doit y avoir une espèce de méfiance peut-être latente vis-à-vis des protestants. Et bon, en tout cas, c'est ce que mes amis protestants m'ont dit. C'est leur ressenti à eux. Moi, je ne suis pas protestant. Je ne sais absolument pas ce qu'ils vivent, voilà. À part ce que eux ont pu me dire. Et encore, ils ne sont pas les porte-parole des protestants du Havre. Ce sont 2, 3 protestants qui m'ont dit des choses qui se ressemblaient. Que moi, je vous remets ici, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est une généralité, une vérité universelle. Voilà. Donc, bon, voilà, c'est assez curieux. Il y a une autre chose que je voulais aborder avec vous. Oui, je ne vous ai pas dit, mais bon, c'est mon atelier, c'est parce que ma petite fille fait sa sieste. Donc voilà. J'ai parlé de tout ça avec mon ami François Vaudour, donc Goé LH sur Le Havre Secret. Je prends mon ordinateur parce que il m'a transmis sa pensée concernant un Havre qui serait resté anglais. J'ai trouvé ça super intéressant. Et je voudrais partager ça avec vous. Alors, je vais vous lire tout simplement ce qu'il dit. Comme ça, je suis sûr de ne pas trahir sa pensée ni sa parole. Donc il me dit « Un embryon d'idée. Depuis mars 2021, le drapeau ukrainien flotte aux côtés de l'Union Jack sur le City Hall de notre ville. » Donc du Havre, qui aurait probablement porté un autre nom, je suppose. Encore un bouleversement historique de grande importance après le Brexit de février 2020, obligeant les autorités municipales à construire une frontière entre Le Havre et Ingouville avec l'aide des Nord-Irlandais, hommes d'expérience en ce domaine. Moi, je trouve ça super intéressant. Effectivement, parce qu'il arrive à faire le lien entre un événement qui a pu se passer au XVIe siècle et le XXIe siècle, sur des répercussions au XXIe siècle. Je trouve ça super intéressant. Donc, je reprends son idée. Si nous avions perdu le siège, voilà. Ouais. Que serait devenue la ville si nous avions perdu le siège contre Charles IX? Peut-être une extension sur Senvic et Bléville au XIXe siècle ou au XXe siècle. Des destructions en 1870 et peut-être même une occupation par les Allemands en 40, mais le long siège de Napoléon et son cortège de destruction auraient été évités. En attendant la fête du 27 juillet célébrant la victoire... En attendant la fête du 27 juillet célébrant la victoire de 1563, ça se prépare dans un contexte un peu morose. Voilà. Bah, je trouve que son idée elle est pas mal, assez intéressante. Donc si vous avez des idées de ce que Le Havre aurait pu être si il avait été anglais, moi j'en suis preneur. Par exemple, si Le Havre était resté anglais tout court, je pense qu'il n'aurait pas été détruit dans les années 40. Je pense qu'il n'y aurait pas eu les bombardements dévastateurs que nous avons connus. Je pense que les Anglais n'auraient jamais bombardé une de leurs villes, toute occupée soit-elle par une force étrangère. En revanche,
je pense qu'elle aurait changé de visage complètement, quoi. Je pense qu'il y aurait eu des plans d'urbanisme, on en revient toujours à ça, mais cette vieille ville que certains regrettent était vraiment, pour certains endroits, invivable. Et ceux qui la regrettent, ce sont surtout ceux qui l'ont pas connue. Moi, je l'ai pas connue non plus, ceci dit, mais pour ainsi dire, quand on se plonge dans les archives, on voit clairement les plaintes des gens d'avant-guerre. C'était une ville qui était sale. J'ai évoqué dans un article sur les épidémies de fièvre typhoïde de 1880, par là, il y avait des égouts soumis à un phénomène de marée. Enfin, je ne sais même pas si on imagine que quand il y a marée haute, il y a toutes les eaux sales qui remontent par les tuyaux, les odeurs, les bactéries, les cochonneries qui rendent les gens malades. Faut imaginer ça. Donc, ne serait-ce que pour faire un système d'égout convenable, je pense qu'on en aurait profité pour refaire les façades, les maisons, les équiper de systèmes modernes, etc. etc. Voilà, donc qu'on soit anglais ou qu'on soit français, on tombe malade de la même façon. Donc je pense qu'on aurait vraiment changé la ville. C'était inévitable, ça. Et ça s'est fait dans des circonstances extrêmement violentes dans les années 40, mais ça s'est fait quand même. Et c'était prévu que ça soit ça. Voilà. Si Le Havre était resté anglais, bon, je pense que quand même ils n'auraient pas dévasté la ville de la manière dont elle a été dévastée. Mais il faut savoir que le port du Havre a été détruit par les Allemands. Évidemment, les bombes anglaises par la suite ont fini ce que les Allemands avaient commencé, mais ce sont les Allemands qui ont détruit le port. Donc si les Anglais avaient repris le Havre en 1944 avec l'opération Astonia, et qu'ils étaient entrés dans une ville qui n'avait pas été bombardée, ils auraient quand même retrouvé des quais détruits, des grues cassées, et il aurait dû falloir faire venir du matériel outre-Manche à minima et à maxima outre-Atlantique, avec voilà, les bulldozers qui débarquent. Il faut imaginer les Havrais à l'époque qui découvrent ces engins absolument incroyables qui peuvent potentiellement retourner une terre cultivable en une journée, mais vraiment de grande dimension. D'ailleurs, c'est ce qui par la suite va donner naissance au remembrement des parcelles. Et voilà, aujourd'hui on revient sur du bocage, mais à l'époque, je pense que c'était on ne peut plus pertinent. Il y avait des urgences sanitaires et d'ordre de l'approvisionnement qui devaient être réglées. C'était urgent. Donc, pratiquer le remembrement, ça ne me choque pas au sortir de la guerre. Aujourd'hui, je dois dire que c'est pas ma conception du monde agricole. Je pense qu'on a développé des méthodes, des moyens de production qui permettent l'implantation des haies et donc de la conservation de la biodiversité qui va de pair avec une maximisation de la production sur une parcelle encadrée de haies, quoi, hein. Voilà. Donc, je pense que la campagne aurait été différente, c'est-à-dire, je pense que du côté d'Octeville, tout ça, le Havre tel qu'on le voit aujourd'hui a tendance à s'étaler de plus en plus horizontalement et dans le grand centre, dans l'hypercentre de manière verticale, mais aux portes de la ville, il n'y a qu'à voir à quel point ça se construit là-haut sur le plateau. C'est hallucinant. Moi je reconnais plus ma ville, quoi. Ça fait bizarre. Et je pense que les Anglais auraient conservé peut-être ce petit bocage qu'il pouvait y avoir. Voilà, c'est ma vision des choses. Après, je ne sais pas exactement dans quelle mesure ça aurait pu se faire. Mais le Havre aurait changé. Ça, c'est certain. Je ne vais pas aborder ce qu'aurait été le Havre s'il n'avait pas été détruit par les bombes, parce que je vous ai dit que ça, j'en ferai un numéro spécial. Mais si le Havre n'avait pas été détruit par les Anglais parce que la ville était anglaise, etc., etc.,
Ah, on aurait conservé notre théâtre, par exemple. Bon, on n'aurait pas eu le volcan, on n'aurait pas eu, voilà, bon nombre d'infrastructures qu'on a eu par la suite et d'équipements. Rien que le volcan, qui est une scène nationale aujourd'hui, vous imaginez si ça avait été ce vieux théâtre qu'on avait conservé ou quoi, je suis pas sûr qu'il y aurait eu un tel élan pour la culture dans notre ville. Il y en aurait eu peut-être un autre, différent. J'en parlais avec mon papa un peu plus tôt. Peut-être qu'on aurait eu un groupe de musique comme les Beatles, mais à vrai, on sait jamais, ça aurait pu être marrant. Donc voilà, ça aurait été différent. Ça aurait été très différent. Je vois par exemple, nous on a Little Bob, quoi. Bon, qu'est-ce que ça aurait été un Little Bob dans une ville anglaise, quoi. C'est ce genre de choses qui titillent mon imagination, quoi. Hein. Voilà. Bon, je pense que j'en ai assez dit sur Le Havre s'il était resté anglais. Si vous avez des observations, des idées, des pistes à explorer, voilà, bah, n'hésitez pas à le partager en commentaire comme vous l'avez déjà fait. C'est super, moi j'adore ça. Échanger. Après voilà, les commentaires du type tu dis ça, c'est pas vrai, ou bon, je suis pas contre. La contradiction, c'est super pour se dire ah bon, on n'est pas d'accord, c'est bien. Mais si ça s'arrête là et qu'il n'y a pas un argumentaire par la suite, je suis carrément frustré, quoi. Me dire que j'ai tort sur ce point et s'arrêter là, d'accord, mais pour moi c'est un peu court. Voilà. Donc vraiment, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous pensez que j'ai tort sur un point, je suis prêt à l'entendre, mais mettez-moi un argumentaire. C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est là que la richesse du format va résider. C'est dans l'échange. Donc moi, je vous propose ça. Vous en faites ce que vous voulez, ça vous plaît pas, je sais pas. Mais moi, ça m'amuse beaucoup de réfléchir sur ces choses-là. Ça amuse mes copains, donc continuons. Hein. Et puis, si vous avez des idées de prochains sujets, moi, ça me botte aussi. J'en ai déjà, mais si vous en avez, je suis preneur. Allez, à la revoyure.